Bonsoir, je suis ravi de vous retrouver ce soir. Effectivement, on va parler d'un millésime qui était assez complexe, assez compliqué pour les vignerons l'année dernière, le millésime 2024, mais qui a effectivement mis à rude épreuve les vignerons. Et ça va nous permettre. Enfin, ce millésime-là, il était bon qu'on le raconte et qu'on vous explique, que vous soyez technicien ou extérieur au monde du vin, quelles sont les conditions que traversent les vignerons au cours d'un millésime, depuis la taille jusqu'à la vendange, mais aussi qu'est-ce que c'est qu'un millésime, qu'est-ce que c'est que les primeurs, qu'est-ce que c'est que tout ça, comment on élabore un vin dans les conditions très particulières qui ont été celles de 2024. Et pour cela, je vous demande d'applaudir chaleureusement un grand professeur et un brillant esprit de Bordeaux, monsieur Axel Marchal. Ah ouais, vas-y, installe-toi. Et on se voit. Alors Axel, on vient de terminer la campagne des primeurs, de dégustation des primeurs de Bordeaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que les primeurs à Bordeaux? Comment ça se passe et à quoi ça correspond? Alors, effectivement, je pense que c'est une question qui est intéressante parce que c'est un mot que l'on entend dans différents sens et qui est utilisé à différentes périodes de l'année et dans différentes régions. Je pense que d'ailleurs ce mot va avoir un sens qui va varier en fonction de la région. Donc là, on va parler de Bordeaux. Je vais parler très rapidement des autres régions. Et notamment, quand on pense primeur, parfois, il y a cette vision de vin primeur qui est un autre terme pour vin nouveau et dont on parle plus largement le troisième jeudi de novembre. Pour le Beaujolais. Pour le Beaujolais. On parle des vins primeurs, ce sont aussi les vins nouveaux dans le Beaujolais. Et c'est les vins qui viennent d'être élaborés. Et donc, en 2025, les Beaujolais primeurs seront les Beaujolais du millésime 2025. Tout à fait. À Bordeaux, c'est quelque chose qui est différent. On parle beaucoup. Pourquoi est-ce que à Bordeaux on parle beaucoup de millésime? Pourquoi est-ce qu'on parle de primeur? Parce qu'il y a un système qui est assez ancien, en tout cas qui est très établi à Bordeaux et qui finalement à cette échelle-là est assez unique au niveau mondial. C'est que les vins sont mis en vente avant d'être mis en bouteille. C'est-à-dire qu'il va y avoir à différents niveaux, depuis des professionnels en B2B jusqu'aux consommateurs qui vont acheter des vins. Les importateurs. Exactement. C'est-à-dire que les vins de Bordeaux vont être dans un premier temps vendus, et là on s'adresse essentiellement aux grands vins de Bordeaux, vont être vendus dans le monde entier avant même d'être mis en bouteille, tant qu'ils sont en élevage, et ce qui permet d'avoir des vins à des prix plus avantageux pour les consommateurs que normalement ce qu'ils retrouveront plus tard. Donc ça, c'est le système de la mise en vente en primeur. D'accord. Et alors ça, c'est la mise en vente en primeur, mais pour le grand public qui est là ce soir, s'il achète une bouteille maintenant, il ne va pas pouvoir la déguster ou la retrouver physiquement dans ses mains avant au moins 1 an et demi à peu près. Oui, c'est ça. Environ 2 ans après la récolte, on va avoir ce qu'on appelle les livrables, c'est-à-dire que les bouteilles qui ont été, le vin qui a été acheté en primeur a été mis en bouteille. Généralement, il y a une petite période avant l'expédition et on va le retrouver chez son caviste, dans son restaurant favori ou directement dans sa cave. Alors, pour expliquer un petit peu, c'est que c'est pas juste pour se faire plaisir qu'on vend les vins en primeur dès le mois d'avril de l'année suivante. C'est un modèle économique qui permet de faire rentrer de l'argent dans les propriétés pour financer la future récolte de l'année suivante. C'est ça? Oui, bien sûr. C'est un apport de trésorerie précoce qui permet justement de faire vivre la propriété jusqu'à la récolte suivante. C'est ça. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, c'est la mise en marché primeur. Et ensuite, en corollaire de cela, on a ce qu'on appelle les dégustations primeurs. C'est quoi les dégustations en primeur? C'est en fait la presse dans un premier temps et très rapidement après les acheteurs du monde entier, les acheteurs professionnels du monde entier qui se rendent à Bordeaux pour venir découvrir les vins du millésime précédent. C'est-à-dire que ça a lieu généralement au mois d'avril.
au mois d'avril, Bordeaux a accueilli environ toute la presse internationale et les plus grands acheteurs de vin, les importateurs et autres au monde, pour découvrir le millésime qui a été élaboré en 2024. Donc ça, ce sont les dégustations primeurs pendant 15 jours, 3 semaines environ, avec une semaine qui focalise beaucoup, mais qui s'étale un petit peu, donc 15 jours, 3 semaines de dégustation. Et à la suite de ça, il va y avoir, et on est en plein dedans, la campagne primeur, c'est-à-dire que chaque jour ou presque, il va y avoir de nouvelles propriétés qui mettent en marché leur vin. Et donc qui permet l'achat en primeur. Voilà pour ce sujet et ce terme primeur, je pense, parcouru de façon assez large. Et alors là, on parle de millésime. Mais qu'est-ce que c'est le millésime? C'est la date de vendange, c'est la date de mise en bouteille, c'est la date de commercialisation? C'est une très bonne question, et c'est d'ailleurs un élément assez fascinant qui mériterait peut-être un entretien à lui seul. La notion, le rapport entre le vin et le temps. Le millésime, c'est ce qui nous rapproche, et d'ailleurs le vin a ce pouvoir-là, puisque par son millésime, le vin est capable de nous rappeler des événements du passé. Ce que l'on a assez peu, à part l'anniversaire de personnes qui nous sont chères. C'est ça. Et encore, on ne s'en souvient pas forcément bien si on ne les a pas vécues. Le vin, finalement, par ce millésime, a une accroche dans le temps. Et cette accroche dans le temps, elle est assez forte parce qu'elle est assez évocatrice de souvenirs personnels. Et en même temps, elle est en lien avec des goûts qui varient. Le millésime, pour répondre directement à ta question, et je vais déborder un peu ensuite, le millésime, c'est l'année où le vin a été produit, l'année où les raisins ont été récoltés. Exactement. Ensuite, il va y avoir un élevage plus ou moins variable, une date de mise en bouteille, mais ça, il n'est pas fait mention à part l'exception de certaines cuvées de champagne où la date de ce qu'on appelle de dégorgement va être mentionnée sur la bouteille, mais l'année qui est sur la bouteille, c'est l'année de récolte des raisins. Et donc ça, c'est cette notion de millésime. Alors pourquoi est-ce qu'à Bordeaux, on parle beaucoup de millésime ? Finalement, je pense que Bordeaux est la région au monde où le millésime est le plus objet de l'attention des professionnels, mais aussi des amateurs. On parle souvent de « comment est le millésime à Bordeaux cette année ?» On ne pose pas cette question-là pour les rosés de Provence, par exemple. On a moins cette notion du millésime. Même pour les champagnes. Et dans une certaine mesure, alors qu'il est tout aussi important, mais on communique moins sur le millésime en Bourgogne. D'une part, pourquoi est-ce qu'on parle beaucoup du millésime à Bordeaux ? Parce que ce système de vente en primeur met de façon assez largement l'attention, le focus sur le millésime, et va y avoir une médiatisation précoce autour du millésime parce qu'on vient de le faire, et donc on en parle. Ça, c'est un premier point. Maintenant, le deuxième point qui est un peu plus large, le millésime, finalement, je pense que je ne connais pas de grandes régions viticoles où il n'y ait pas d'effet millésime marqué. Il y a des endroits où on fait chaque année des vins qui vont avoir un goût relativement constant et relativement le même, mais qui n'est jamais enthousiasmant. Généralement, dans les vins de ces régions, on s'ennuie. On s'ennuie parce que ce qui fait la subtilité d'un vin, ce qui fait l'identité d'un vin, c'est finalement d'être produit à partir de raisins obtenus dans la limite nord de sa zone de maturité. C'est-à-dire là où la vigne arrive à porter le raisin jusqu'à maturité, où le raisin arrive à mûrir, mais où cette obtention de la maturité ne se fait jamais dans la facilité. Et on va en reparler d'ailleurs dans le millésime 2024. Mais où finalement, il faut des efforts nourris des vignerons pour obtenir cette maturité. Pourquoi ? Parce que finalement, quand la maturité est trop facile à obtenir, le vin est bien souvent ennuyeux à déguster. La facilité est jamais une source de stimulation importante. C'est vrai pour le vin et c'est vrai pour plein de choses. Finalement, c'est dans les régions où on arrive à produire des raisins à les faire mûrir sans trop de difficultés, souvent d'ailleurs à les faire surmûrir, on a des vins qui sont ennuyants à déguster. Donc ces régions en situation limite, Bordeaux en fait partie, la Bourgogne,
Il y a quelques semaines, Angelo Gaia est venu parler du Piémont. Le Piémont italien est évidemment dans ces conditions-là. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, là, on parle de régions qui sont sous des climats et sous des latitudes très différentes, parce que derrière, il y a une variable d'adaptation importante à ça, qui est le cépage, qui est l'expression d'un cépage dans un lieu. Et on pourra en parler un petit peu à la fin de... D'ailleurs, il donne le meilleur de lui-même dans la zone septentrionale de maturation. Exactement. La Syrah, là où elle est la meilleure, c'est dans le nord de la vallée du Rhône. Le Merlot est beaucoup plus intéressant à Bordeaux qu'il ne l'est en Sicile. En revanche, en Sicile, il va y avoir d'autres cépages qui vont permettre de révéler le goût local. Et donc ça, c'est un point important, c'est que la notion d'identité est variable en fonction du lieu et que c'est le prisme, finalement, cette relation à quatre entre un terroir, ce qu'on appelle le terroir, entre un sol, entre un matériel végétal, un climat et derrière des pratiques humaines qui vont permettre de le révéler, c'est ça qui va donner l'identité au vin. Et donc, les millésimes, dans toutes les grandes régions viticoles, on a un effet millésime qui est marqué. Alors parfois, on dit « et la Champagne ?» La Champagne, on a chaque année un champagne qui est censé avoir le même goût. Ça, c'est pas vrai. Le champagne a justement un effet millésime très marqué. Et pour pallier cet effet millésime très marqué, eh bien, il y a la possibilité d'assembler pour faire ce que l'on appelle un brut sans année, un brut non millésimé, et ainsi niveler des variations climatiques qui pouvaient, dans certains cas, aboutir à des raisins manquant singulièrement de maturité. On voit d'ailleurs, et c'est amusant, signe du temps, que le réchauffement climatique aidant, il est peut-être moins difficile d'obtenir la maturité en Champagne et que de plus en plus de vignerons, mais aussi de grandes maisons, revendiquent la base de l'année, l'année de base dont est issue la cuvée de Champagne. Même s'il y a un assemblage, de plus en plus, c'est une donnée qui arrive jusqu'au consommateur. Et d'ailleurs, il y a un phénomène assez intéressant, c'est que même quand on goûte des bruts sans année, sur des bonnes bases, il est intéressant de laisser vieillir ce champagne 8 ou 10 ans et pour qu'il ait son expression la meilleure. Après, 10 ans en cave et il n'y a pas de souci de ce côté-là. On peut vraiment garder des grands champagnes, enfin même des bruts sans année, 10 ans en cave et ils vont s'améliorer avec le temps. Tout à fait. Et on voit que finalement, un lieu, un sol, un cépage va être interprété de façon différente en fonction des conditions de l'année. Parce que quand le raisin arrive à maturité à l'issue d'un cycle végétatif long, il va y avoir un certain nombre de nuances que l'on n'a pas forcément quand il n'arrive pas à maturité, c'est sûr, et quand il arrive à maturité de façon trop précoce. Moi, les endroits, les régions viticoles où on a 2 récoltes par an, ça arrive, parfois même 3 récoltes par an. Exactement. Alors les gens sont fascinés par ça. Moi, ça me fascine pas. En tout cas, j'ai pas du tout envie de goûter le vin qui est produit parce que je suis à peu près sûr qu'il sera insuffisant. Et ça, c'est un point important, si vous voulez, d'avoir l'obtention de la maturité à l'issue d'un cycle long. Et alors, donc, le millésime 2024 a été un peu particulier quand même à Bordeaux. Comment est né ce millésime 2024 ? Sous la pluie. Alors, d'après le thème qui a été donné à cette conférence, à cet échange, je crois que ma mission est de vous emmener dans les coulisses de ce millésime 2024. Donc, voilà. Allons-y. Allons-y, et on est entre nous ce soir, donc on va y aller sans trop de détours ni langue de bois. J'espère. Et je vais vous parler singulièrement, je vais vous parler sincèrement de ce millésime, mais j'espère de façon nuancée. Alors, pour ça, on va, si vous voulez bien, faire un petit voyage dans le cycle de la vigne, que les techniciennes et les techniciens qui sont là ce soir me pardonnent pour les simplifications qui vont être nécessairement opérées. Mais je vais revenir un petit peu sur ce qui s'est passé sur l'année 2024, sur la climatologie de l'année 2024, par le biais des phases marquantes de la vie de la vigne et ensuite du raisin. Alors, rappelons-nous, l'hiver 2023-2024 fut un hiver qui fut particulièrement arrosé. À Bordeaux comme ailleurs, il a plu beaucoup. Il a plu beaucoup au cours des mois de janvier, février, depuis les vendanges à peu près 2023. Oui, novembre. Il a plu tout le temps. Et quand on commence l'année civile 2024, la pluie ne s'arrête pas. Et on a eu une pluie très abondante, un hiver qui était relativement doux, mais en raison de ces pluies très fortes, on a la première étape de la vie de la vigne qui est le débourrement.
Le débourrement, c'est quoi? C'est quand les bourgeons éclatent. C'est-à-dire que quand les bourgeons vont commencer à avoir... les premières feuilles vont apparaître, en tout cas les ébauches de feuilles vont apparaître. Donc ça, c'est le débourrement qui a eu lieu de façon pas très précoce, début avril globalement, à peu près dans les normales des 30 dernières années. Donc par rapport plus tard que les dernières années où on voyait que la vigne avait tendance à reprendre sa végétation assez tôt. Donc ce débourrement, qui était d'ailleurs plus cette année en 2025, le débourrement était plus précoce qu'en 2024. Alors ensuite, on a eu un début de mois d'avril qui était... avril fait partie des rares mois de 2024 où il a plu moins que la moyenne. Et notamment la première partie d'avril où il a fait beau. Il faut se rappeler de mi-avril, on a atteint des températures qui pouvaient aller jusqu'à 30 degrés en 2024. Donc la vigne, dans ce contexte, s'est mise à pousser rapidement, à franchir les différents stades phénologiques de façon assez rapide. Puis le temps a changé de façon assez drastique à partir de la deuxième moitié d'avril. Et là, il s'est mis à pleuvoir. Et cette pluie, à ce moment-là, elle a réveillé, un peu comme un démon qui sortirait de sa boîte, elle a réveillé un vieil ennemi du viticulteur girondin et plus largement, mais qu'on connaît bien à Bordeaux, qui est le mildiou. Le mildiou, qu'est-ce que c'est? Le mildiou, c'est... le terme exact, c'est un noomycète, mais on va dire c'est une algue qui est un champignon, qui va venir contaminer la vigne et qui va entraîner des dégâts à des stades variables et sur différents organes de la vigne, à savoir sur la feuille, sur les rameaux, parfois sur les bourgeons et, ce qui nous inquiète le plus, sur les grappes. Et donc, cette année, en 2024, le mildiou a été véritablement très virulent, et ce, de façon très précoce. À partir de la 3e semaine d'avril, à peu près, parfois même un peu avant, on a vu les premiers dégâts de mildiou, ce qui était dans la bouche de certains vignerons, ils ne l'avaient jamais observé avec une telle précocité. Et ça, on en reparlera, ça a été un fil rouge tout au long de la campagne viticole. Et en introduction, tu disais que ce millésime avait été difficile. Effectivement, il a mis à rude épreuve c'était un millésime difficile, notamment à cause du mildiou. Ouais. Alors ensuite, on va reprendre un peu le cycle de la vigne. On va arriver au mois de mai, qui lui a été un mois qui est toujours pluvieux, fortement pluvieux, plus de 80% de pluviométrie en plus que la moyenne, avec des températures basses. Ça faisait plus de 2 ans qu'on n'avait pas eu un mois plus frais que la normale saisonnière. Donc, signe que le réchauffement climatique, ce n'est pas une illusion. Le mai 2024 a été le premier mois où il a fait plus froid que la moyenne des 30 dernières années. Donc c'était un mois qui était frais. Et généralement, le mois de mai, c'est le mois, en tout cas vers la fin du mois de mai, c'est le mois où on commence à voir apparaître, et c'est le cas cette année d'ailleurs, c'est le mois où on voit apparaître les fleurs de la vigne. Ça, c'est une étape très marquante, puisque la fleur, la façon dont se passe la floraison, et notamment la fécondation de la fleur, conditionne le fruit. Et là, elle est particulièrement fragile, c'est-à-dire que s'il pleut sur la fleur... Exactement. Et en fait, dans ce millésime 2024, il y a eu 2 difficultés pour la fleur. Une première difficulté qui était météorologique directement, c'est-à-dire qu'il a fait froid et qu'il a plu pendant la floraison. Et la deuxième difficulté était liée aux conditions dont on a parlé, c'est-à-dire qu'il y avait tellement d'eau dans les sols qu'il y avait ce qu'on appelle des phénomènes d'asphyxie racinaire. Et à cette même période, l'an dernier, le vignoble n'avait pas du tout la même allure que cette année. C'est-à-dire que le feuillage était un peu jaune pâle, la vigne n'était pas resplendissante, alors que cette année, je trouve que la vigne est globalement très jolie. Pourquoi? Parce que finalement, il y a eu tellement d'eau que la vigne, elle avait du mal dans ces conditions-là. Et ces 2 conditions cumulées faisaient qu'il y avait l'état nutritionnel de la vigne était défavorisé, il y avait une croissance importante des feuilles, et la floraison ne s'est pas passée dans des conditions idéales, ce qui a entraîné un phénomène que l'on appelle la coulure. La coulure, c'est quoi? C'est quand une fleur de vigne n'a pas été fécondée, eh bien, elle ne donne pas de baie. Et donc, on a ce phénomène-là. Parfois, il y a le milrandage. On va avoir une baie qui n'a pas été fécondée véritablement, qui va rester toute petite. Mais parfois, carrément, il n'y a pas de baie du tout. Et donc, ces phénomènes de coulure et de mirandage ont été importants en 2024, ce qui n'a pas de conséquences qualitatives directes, mais par contre qui ont des conséquences quantitatives. Donc ça, c'est un premier élément qui explique pourquoi est-ce qu'on n'a pas produit énormément de vin en 2024, c'est qu'il y a eu de la coulure et du mirandage.
Donc là, la fleur se passe et on arrive. Donc elle se passe de façon très étalée. Et ça, on y reviendra. C'est un point assez important. C'est mauvais signe. Quand la fleur est étalée, c'est-à-dire que c'est comme tout. À part certains qui, c'est un peu le lièvre et la tortue. C'est-à-dire que si on part en ordre dispersé, et ben même au prix d'efforts importants, on n'arrive pas ensemble. Le retard qui a été pris par certaines baies qui ont été fécondées plus tard au cours de la floraison, eh bien, on le retrouve en fin de cycle avec une hétérogénéité de la maturité. Ensuite, nous arrivons au mois de juin, qui était dans la première partie toujours pluvieux. Et au mois de juin, s'est passé ce qu'on appelle la nouaison. La nouaison, qu'est-ce que la nouaison ? C'est le fait que la grappe, que la baie se forme en tant que telle, qu'elle se développe, et donc on voit apparaître les futures baies. Cette nouaison, elle s'est passée dans des conditions où il y avait beaucoup d'eau dans les sols, puisqu'il a plu tout l'hiver, et même si juin était un peu moins arrosé, notamment fin juin, mais on avait de l'eau dans les sols, et pour cette conséquence-là, la vigne s'est mise, ça continue à pousser, et donc ça conditionne des poids de baies assez importants. Donc en 2024, on a ramassé des raisins qui étaient assez gros. Et là, je ne vous présente pas les données, mais nous écrivons avec mes collègues de l'ISVV un rapport assez exhaustif sur le millésime qui se trouve sur le site bordeauxraisin.fr, qu'on appelle la note du millésime, et il y a des données qui sont mesurées par notamment l'équipe de ma collègue Laurent Génie. On voit qu'il y a des baies qui sont plus grosses en 2024 qu'en 2022 par exemple, ou qu'en 2023. Donc ça, c'est quelque chose dont on parlera un petit peu tout à l'heure aussi. Donc cette nouaison, et on arrive enfin à l'été. On arrive enfin à l'été, et je dois dire que cet été, on l'a attendu, on l'a espéré. 2024, c'était un millésime d'espoir et de crainte. Et on a espéré pendant longtemps qu'il fasse beau. L'été calendaire est arrivé, fin juin. Il ne faisait pas vraiment beau. Mais finalement, l'été est apparu. Merci beaucoup. L'été est apparu, et on le voit ici sur ce graphique. Ici, jusqu'au 20 juillet, on a eu. Là, il y avait un orage autour du 20 juillet, mais si on peut considérer à partir du 10 juillet jusqu'au 12 août, là, on a eu un mois sec. Et la moyenne, ce qui était une surprise en 2024, on a cru que la pluie ne s'arrêterait jamais. Mais on a eu un mois sec, à l'exception de pluies orageuses ici autour du 20 juillet. Et ce mois sec, il a conditionné beaucoup de choses. Et quelque part, il est très important dans la réussite du millésime. Puisque, si vous voulez, la vigne, c'est un être vivant. Et tout être vivant est partagé entre deux modes. D'une part, un mode de développement personnel, on va dire, ce qu'on appelle de croissance végétative. Chez la vigne, ça s'exprime par le fait de faire des feuilles et d'occuper l'espace. Et un autre mode, qui est généralement celui dans lequel on bascule quand les choses vont mal, c'est la reproduction. La reproduction, c'est lorsque finalement... alors là, je vais faire un finalisme que les biologistes me condamneront pour cela, mais la reproduction, c'est quoi ? C'est lorsque un être vivant n'est plus vraiment adapté au système dans lequel il évolue, eh bien, il se dit rien, mais il se dit que peut-être sa descendance, qui sera différente de lui, sera plus adaptée dans le même système. Et donc, la vigne, ou alors, sa descendance peut aller conquérir d'autres lieux, d'autres écosystèmes. Et donc, c'est finalement les conditions qui sont défavorables à la croissance en mode végétatif sont favorables à la reproduction. Il se trouve que par un heureux hasard, les conditions qui sont favorables à la reproduction sont finalement pour la vigne, je vous ai dit, le fait de résister à un lieu et d'être capable de se disséminer, c'est-à-dire globalement de faire des raisins rouges pour qu'ils puissent être vus de loin par les oiseaux qui seraient amenés à les disséminer, sucrés pour on ait envie de les manger et donc la dissémination soit favorisée, avec une pellicule suffisamment épaisse pour résister à des contaminations variables et que le pépin ne soit pas perdu sur place. Donc finalement, ce sont les conditions qui permettent de faire de bons vins rouges. Donc on espère que la croissance végétative s'arrête suffisamment tôt et que la maturation s'engage, elle, suffisamment tôt. Et ça, c'est le changement de couleur, la véraison, là où le raisin passe de vert à rouge, qui va permettre l'entrée dans la phase de maturation, avec l'accumulation de sucre,
avec l'accumulation de composés phénoliques qui vont faire la couleur, les tanins et autres. Et pour ça, il faut qu'il n'y ait pas trop d'eau dans les sols. Et on l'a vu en 2024, c'était difficile de ne pas avoir beaucoup d'eau dans les sols parce qu'il a beaucoup plu. Mais c'est là où cette phase a été importante parce qu'elle a entraîné malgré tout, pas une contrainte hydrique, mais elle a fait en sorte que les sols commencent à s'assécher. Et derrière, et ça c'est un élément clé sur lequel je vais insister, parce qu'on a trop tendance à voir le terroir avec uniquement des facteurs contraignants. Le terroir, on le voit surtout sur des facteurs non vivants, on va dire. En tout cas, non anthropiques. Alors que l'homme est une part majeure du terroir. Et c'est là où la lutte des vignerons a été particulièrement importante. Et c'est là aussi où la nature, hélas, n'est absolument pas égalitaire. C'est que sur des millésimes difficiles, les grands terroirs s'en sortiront toujours mieux. Pourquoi ? Parce que l'eau y est naturellement beaucoup mieux régulée et qu'en 2024, finalement, sur les grands terroirs, l'arrêt de croissance, s'il n'a pas été idéal, il a été au moins acceptable. Ce qui a permis d'avoir des raisins qui ont eu un niveau de concentration qui était tout à fait capable de produire des raisins de qualité. Donc là, on sort de cet été avec des espoirs. Il y a des millésimes comme ça, si vous voulez, où le printemps était maussade, où on s'est embêté avec le mildiou pendant un moment, et où finalement, la fin de saison a été providentielle. On connaît les étés indiens à Bordeaux, on connaît les très belles arrière-saisons à Bordeaux, et donc on misait, on espérait là-dessus. Et manque de chance, autour à la fin du mois d'août, déjà, on a eu quelques épisodes orageux importants et variables. Ça, c'est aussi une donnée parce que ça entraîne une hétérogénéité en fonction des zones. Il y a des zones où il a moins plu et donc qui s'en sortent mieux que les zones où il a davantage plu. Et ensuite, on a eu les vendanges qui ont commencé, les vendanges de rouge qui ont commencé aux alentours du 15 septembre à peu près, de façon assez variable, et de nouveaux orages qui ont... 15 septembre, c'était vraiment les premiers raisins, mais des orages qui ont des pluies autour du 20 septembre. Et là, ça a changé la donne, parce qu'on se dit, attention, on pourrait tout perdre. Puisque j'ai parlé du mildiou, mais il y a un autre ennemi qui est un ennemi rampant à Bordeaux et que l'on attend toujours, en tout cas que l'on craint, c'est la pourriture. Et que quand il se met à pleuvoir, eh bien, la crainte, c'est que la pourriture s'installe, et quand elle s'installe, on peut tout perdre. Donc finalement, ça a hâté le début des vendanges. On s'est dit qu'il fallait y aller, qu'il fallait aller ramasser ces raisins, parce que ces conditions de pluie pouvaient perdurer et entraîner une perte de récolte assez importante. Donc, on a eu des vendanges qui ont été assez ramassées finalement, qui ont commencé globalement autour du 20 septembre, premier raisin autour du 15 septembre, mais c'est largement autour du 20 septembre, et qui se sont achevées dans la première partie d'octobre. Donc on a vendangé globalement à peu près tous les raisins rouges en 3 semaines. Ce qui est resserré. Hein. Ce qui est une durée assez resserrée, effectivement. On voit le décalage, parce que là on parle du millésime 2024, mais on a trois grands cépages qui existent à Bordeaux, Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, qui n'ont pas des dates de maturation similaires. Donc, on a globalement, on ne s'est pas arrêté entre les Merlots et les Cabernet Sauvignon. Parfois, dans certains millésimes, on a loisir quasiment d'aller à la plage entre les Merlots et les Cabernets. En tout cas, on a le temps de voir les choses. En 2024, on n'avait pas vraiment ce loisir, et les Cabernets ont été ramassés à la suite des Merlots parce qu'il y avait cette crainte qui était importante. Alors maintenant, une fois qu'on a vu ces différents éléments, quelles conséquences sur le style des vins ? Alors déjà, première conséquence quantitative, c'est-à-dire qu'il y a eu des dégâts qui ont été importants, de mildiou, de coulure et de mirandage, qui ont pu entraîner une perte de rendement. Ensuite, une perte également de tri, parce que cette hétérogénéité que j'ai évoquée, liée à une floraison étalée, à une véraison étalée, et donc on retrouve au final, ça a obligé et contraint les vignerons qui en avaient les moyens à trier de façon importante et à perdre une partie sur la table de tri. Donc on a un millésime qui globalement en quantité est une quantité plutôt faible. Maintenant, sur le style des vins, eh bien, les raisins étaient peu sucrés, donc des vins relativement peu alcoolisés, avec un niveau d'acidité assez présent, un potentiel fruité important, parce que quand il ne fait pas trop chaud en été, ça préserve le potentiel fruité, et une concentration tannique assez faible. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas eu cette contrainte hydrique forte, et donc les peaux n'étaient pas très épaisses. Donc on a fait des vins qui finalement
c'est assez paradoxal parce qu'on parlera tout à l'heure de la notion de millésime et de la représentation qu'on s'en fait. On a trop tendance à classer les bons et les mauvais millésimes. Ce qui pour moi, c'est comme mettre les gens dans des cases. C'est un exercice peut-être amusant, mais sans fondement. On ne peut pas dire que 2024 soit un mauvais millésime. Il y a des gens qui classent en disant « Ah, 2024, c'est un mauvais millésime ». Non, ce n'est pas un mauvais millésime, c'est un millésime pour lequel il y a eu de la pluie assez largement pendant le climat. Et ça, on peut l'interpréter comme étant un mauvais millésime. Mais si on regarde, ça fait quoi? Ça fait des vins qui sont peu alcoolisés, qui ont de la fraîcheur, qui sont peu colorés, mais qui sont aussi peu tanniques et très fruités. Et qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que les vins de Bordeaux, parfois, les reproches qui sont faits par ceux qui ont la dent dure contre les vins de Bordeaux, c'est que les vins de Bordeaux sont trop alcoolisés, qu'ils sont trop tanniques, qu'ils ne sont pas assez fruités et qu'ils n'ont pas assez d'acidité. Donc finalement, on a eu des conditions qui nous ont permis de faire des vins. C'était des conditions c'est un peu le paradoxe de 2024, c'est que finalement, ce sont des conditions climatologiques du passé, mais qui ont donné des vins avec un style très contemporain. En tout cas, qui est le style que l'on recherche. C'est vraiment dans l'air du temps. Et donc je pense que les vins en particulier sur les grands terroirs, les vins de 2024 peuvent être des vins qui sont tout à fait intéressants, qui ne sont pas des vins au rabais comme on a tendance à le croire. Mais le problème, c'est qu'on croit à Bordeaux, on a comme image que les grands millésimes sont des millésimes de grande garde. Alors qu'on boit le vin plus tôt, on a besoin de vins qui sont accessibles plus tôt, et je pense que 2024 répondra à ça. Et alors là, on le voit, le millésime 24 était quand même complexe, compliqué à gérer. Est-ce que ce même type de millésime, il y a 40 ans, est-ce que, compte tenu des progrès de l'œnologie, de l'agronomie, de la compréhension de la physiologie de la plante sur un cycle d'une année, est-ce qu'il y a 40 ans, on aurait pu tirer la même qualité de raisin qu'aujourd'hui? C'est une très bonne question. Ma réponse, elle est forcément partiale. Elle est partiale parce que je crois en la science et que beaucoup de gens nous disent « Ah oui, mais le vin, c'est tellement mystérieux, c'est le fruit de la terre, il ne faut pas connaître, il ne faut pas chercher à comprendre. » Moi, je m'érige contre cette phrase qui, pour moi, frôle l'obscurantisme. Je pense que la connaissance apporte de la liberté et que la liberté n'a jamais été une obligation de faire tel ou tel protocole, entre guillemets. Je pense que la connaissance œnologique, la connaissance viticole, qui a été apportée au cours des dernières décennies, et que de nombreux chercheurs s'évertuent à continuer à abonder aujourd'hui, a permis d'approcher un millésime, d'aborder un millésime comme 2024 de façon plus sereine, en ayant pas des certitudes, mais au moins quelques idées de ce qu'on pouvait faire pour tirer le meilleur parti de ce millésime, à la vigne cochée. Donc oui, je pense qu'aujourd'hui, ce millésime, la capacité de tri que l'on a, notamment la capacité de sélection, il a un résultat qui est bien au-delà de ce que l'on aurait pu avoir et de ce que l'on a eu d'ailleurs dans des conditions. Oui, parce que parfois on glorifie le Bordeaux d'avant en disant ah, c'est délicieux, oui, goûtons des 74, des 77 et autres, et essayons de nous régaler. Bon courage. C'est ce que j'allais te dire. Mais c'est vrai que Bordeaux a connu une décennie des années 70 pluvieuse, pas mûre, et qui était, et où les vins étaient quand même assez durs à boire, même 15 ans après ou 20 ans après. Et là, on a un vin qui est tout à fait, effectivement, digeste, agréable, séduisant dans sa jeunesse. Exactement. Et avec de très bons vins. Il y a en 2024 de très bons vins. On va en avoir une illustration tout à l'heure. Il y a de très bons vins rouges en 2024 qui sont des vins équilibrés, suaves, alors qui ne sont pas des monstres de densité, mais c'est pas forcément, on n'a pas forcément toujours besoin de monstres de densité. Il faut, dans tous les domaines, de la variation. On n'a pas envie d'avoir toujours des vins qui soient très brutaux. On peut avoir des vins qui sont très délicats et très sensuels, et je pense que les 2024 peuvent répondre à ça. Et justement, on parle des degrés d'alcool, et évidemment, le changement, c'est un des corollaires du changement climatique. Tu as ramené, ça serait intéressant de le voir. Ouais, alors peut-être juste avant qu'on passe à ça, si je me permets, avant de parler du millésime de façon plus générale, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est parfois un tort à Bordeaux, on n'a pas parlé des blancs. Parce que les grands vins de Bordeaux, c'est finalement 3 couleurs, rouge, blanc et blanc liquoreux. On n'a pas parlé des blancs. C'est un grand millésime de blanc. Et voilà, c'est les conditions où les attentes d'un blanc ne sont pas les mêmes que celles d'un vin rouge pour faire un grand vin rouge. Et quand on a un été qui est pas trop chaud,
pour lequel il y a eu de l'eau dans les sols, et ben ça c'est très favorable parce qu'on préserve l'acidité, on a des précurseurs d'arômes, donc on fait des vins qui vont être intensément fruités et très équilibrés. Les vins blancs 2024 sont très réussis. Pour autant, il ne faudrait pas aller voir avec une vision trop angélique parce qu'il n'y a plus quand même, et ils sont délicieux sur les grands terroirs. Sur des terroirs plus faibles, ils peuvent souffrir parfois un peu de dilution. Ce qui fait qu'on a des vins qui sont plaisants, mais qui manquent de la concentration des grands terroirs. Donc, ce n'est pas merveilleux partout. C'est pour ça qu'il faut essayer d'apporter un peu de nuance. Ce n'est pas tout blanc ou tout noir. Les rouges ne sont pas affreux et les blancs ne sont pas délicieux de façon systématique. Mais c'est vrai que cette nuance, parfois, on veut simplifier les choses et on perd cette nuance. L'image de Bordeaux, c'est les vins rouges. Alors, ça a été pendant très longtemps un grand vignoble de blanc. Ouais. Pour ceux qui ne sont pas du tout du monde du vin, mais il faut imaginer que Bordeaux, au début des années 80, produisait plus de vin blanc que de vin rouge. Aujourd'hui, on est à 85% de vin rouge et 15% de vin blanc, dont des liquoreux. Donc, la part des choses, c'est un vignoble qui a complètement évolué et qui a complètement changé en l'espace de 40 ans. Et c'est vrai que le millésime en rouge fait de l'ombre au blanc, comme il fait de l'ombre à d'autres régions. Tout à l'heure, tu parlais de l'impact du millésime de Bordeaux sur d'autres régions. Moi, je me souviens que Michel Chapoutier me disait, c'est facile, qui est un grand vigneron de la vallée du Rhône, me disait, c'est simple, quand Bordeaux fait un grand millésime, ça se sait dans le monde entier, et je sais que je pourrais vendre mes vins plus cher, même si le millésime est moins bon dans la vallée du Rhône. Et parce que ça a un impact, ça a une résonance sur l'ensemble du vignoble. Et c'est vrai que ça fait de l'ombre au vin blanc, alors que cette année, c'est un très beau millésime de vin blanc, notamment Pessac-Léognan et à Sauternes. Alors qu'est-ce que ça donne ? Justement, j'allais venir à Sauternes parce que les grands vins liquoreux sont des vins absolument merveilleux, qui sont difficiles à produire, encore plus difficiles à produire. On peut se poser la question, c'est quoi le mauvais temps à Sauternes ? Eh bien, une réponse qui est faite habituellement, c'est que le mauvais temps, c'est le temps qui dure. C'est-à-dire qu'à Sauternes, on a besoin d'une alternance entre période sèche et période humide. Période humide pour permettre l'implantation du but de champignon, puisque c'est la magie de ces vins de Sauternes. Ils sont concentrés par la dégradation de la pellicule du raisin sous l'effet d'un champignon, Botrytis cinerea, qui est la crainte des vinificateurs du monde entier, parce que c'est lui qui est responsable de la pourriture, sauf dans quelques lieux bénis des dieux. Alors il y a Sauternes, il y a Tocaille, il y a Quart-de-Chaume, il y en a quelques-uns comme ça. Dans ces endroits-là, il va y avoir une forme particulière de développement de botrytis, qui est ce qu'on appelle la pourriture noble, où le champignon va venir dégrader la pellicule du raisin. Et donc dégrader la pellicule du raisin, c'est bien, ça la rend perméable. Mais donc il faut que le champignon s'installe, il faut que la pellicule soit dégradée, mais ensuite il faut que le raisin se concentre. Donc il faut qu'il y ait un phénomène d'évaporation, que l'eau s'en aille de la baie pour qu'il y ait finalement, il y a la même quantité de sucre, mais étant donné qu'il y a moins d'eau, le jus qui en sort est plus sucré. Et ça, c'est un phénomène assez merveilleux. Donc, il faut une alternance de période humide et de période sèche. Et la climatologie de 2024 y a été très propice. Alors, à la période humide, on s'en doute bien, avec une installation précoce du botrytis. Il y a eu une installation dès fin août, début septembre du botrytis sur des raisins qui étaient des raisins mûrs, qui étaient des raisins sains préalablement. Ensuite, il fallait attendre avec la concentration. Alors, il a fallu attendre un peu, et quand c'est comme ça, moi j'ai beaucoup d'admiration pour les vignerons à Sauternes, parce qu'il faut avoir des nerfs d'acier en se disant, qu'est-ce que je fais ? Je ramasse des raisins qui ne sont pas totalement riches, là, qui ne sont pas au niveau que j'espère, ou je prends le risque de tout perdre. Et dans certains millésimes, on perd tout. On perd tout, oui. Et finalement, heureusement, il y a eu quelques fenêtres de tir. Il y en a une autour de mi-septembre à peu près. Et surtout, il y en a eu une magnifique, une deuxième tri qui a eu lieu début octobre et une troisième un peu plus tard, généralement. Mais ces vins de Sauternes, finalement, cette année, sont là aussi des vins très contemporains, puisqu'ils sont intensément fruités. Ils ont un niveau de concentration qui est tout à fait raisonnable, mais sans excès. Et ils ont préservé une acidité. Donc ce sont des vins qui sont très équilibrés. Et là aussi, on va en avoir une illustration avec le château La Forêt-Périgueux. Je suis très content qu'on puisse déguster un liquoreux ce soir. Et puis merci en plus de l'avoir permis pour les auditeurs ce soir. On parle donc, quand ça manque de soleil, sur certains millésimes, on parlait de chaptalisation. Évidemment, cette année, est-ce qu'on en a eu besoin sur certaines cuves, et est-ce que c'était une méthode récurrente il y a des décennies, justement, parce que les millésimes étaient plus froids et que les degrés d'alcool n'étaient pas là. La chaptalisation, c'est pas un gros mot. La chaptalisation, c'est simplement le fait de rajouter ce qui peut manquer un peu naturellement dans le raisin, à savoir du sucre.
Le sucre qu'on rajoute, c'est du saccharose qui est transformé en glucose et fructose, qui est fermenté par la levure et qui fait un peu plus d'alcool. Ça ne fait pas des vins qui sont plus sucrés, ça ne fait pas des vins qui sont trafiqués, ça fait simplement des vins qui vont avoir un niveau d'alcool qui va permettre de trouver un équilibre entre les différents constituants du raisin, entre les différents constituants du vin. Parce que dans le vin, il y a une partie, on va dire, acide, il y a une partie tannique, il y a une partie moelleuse, et le fait de rajouter du sucre par différents mécanismes, directs ou indirects, fait qu'on va favoriser une harmonie d'ensemble. Donc oui, il y a un certain nombre de vins qui ont été chaptalisés à Bordeaux, comme il y en a eu dans différentes régions françaises, et comme dans certaines régions françaises qui vendent pourtant leurs vins très chers, ce qui fait d'ailleurs le kilo de sucre le plus cher du monde, la chaptalisation a lieu de façon régulière. Et ce n'est pas un problème. On a produit des grands vins chaptalisés et on continuera à en produire. Donc ça, ce n'est pas un frein qualitatif. Alors, aujourd'hui, à Bordeaux, on a plutôt l'habitude de goûter des vins rouges aux alentours de 13,5, voire 14, 14,5. Ça n'a pas toujours été le cas. Ouais. Ça, c'est grâce au réchauffement climatique, quand même, d'avoir des degrés d'alcool qui sont... et des millésimes, de beaux millésimes, on va dire, où on peut faire un vin sans chaptalisation, enfin, des raisins mûrs, quasiment tous les ans. Ça, c'est un peu le côté positif du réchauffement climatique. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Bien sûr, ça n'a pas toujours été le cas. Et effectivement, les vins qu'on produit aujourd'hui, d'une part, sont contemporains par l'interprétation que l'on a des raisins. La vinification est une activité sensible, c'est-à-dire que le vinificateur doit mettre une part de sensibilité dans les vins qu'il produit, et cette sensibilité, elle varie en fonction des époques. On n'avait pas la même sensibilité et on n'avait pas les mêmes objectifs esthétiques il y a 20 ans qu'on a aujourd'hui. Il y a un changement de goût, de consommateur, et c'est le consommateur qui est le moteur de ça. Ce n'est pas le vinificateur qui arrive en disant « tiens, je change d'idée ». C'est le vinificateur qui doit s'adapter à l'attente des consommateurs, parce que le vin doit être un produit de consommation. Donc il y a cette partie-là, et ensuite il y a une partie un peu plus large qui va être celle des données climatiques, de la composition, et c'est quelque chose moi qui m'a toujours fasciné. Moi, je rêverais être capable de voyager dans le temps et d'aller goûter des vieux millésimes à leur naissance. Alors, quelquefois, trop rarement à mon goût, j'ai la chance de goûter de vieux millésimes, et c'est toujours une expérience émouvante. Simplement, ça, ils sont passés par le prisme, parce que contrairement à la Joconde, qu'on observe aujourd'hui à peu près comme elle a été peinte par De Vinci, contrairement à, je ne sais pas moi, une symphonie de Beethoven, qu'on peut entendre aujourd'hui à l'interprétation près comme elle a été composée par Beethoven, quand on goûte un grand vin de la fin du 19e siècle ou du début du 20e siècle, eh ben, on ne le voit pas comme il a été produit à l'époque. Donc moi, je rêverais d'avoir une machine à voyager dans le temps et d'aller goûter ces vins quand ils ont été élaborés. Les seuls éléments que l'on ait, c'est quelques éléments analytiques, je vais en présenter quelques-uns, et c'est aussi quelques éléments, là on va faire référence à l'art, qui sont des éléments visuels, puisqu'il y a un certain nombre de représentations du vin dans la peinture et dans l'art. Et ce qui frappe souvent, alors là on est obligé de faire confiance au réalisme du peintre, mais ce qui frappe, c'est la couleur. Et on voit que les vins étaient beaucoup moins colorés. C'était vins très clairs. Et ça, c'était une discussion que j'avais avec un collègue géographe, Jean-Michel Chevet, à Bordeaux. Et Jean-Michel m'avait transmis ces données qui sont très intéressantes, où on voit le poids relatif des différentes parties de la baie de raisin, à savoir de la pulpe, de la pellicule, du pépin. Et on observe que par rapport à 1893 et 2006, en 1893, la pellicule occupait 8% de la baie de raisin. Aujourd'hui, parce qu'on est à peu près de façon constante, 25%. 25%, oui. La pellicule, c'est là où se trouvent les pigments, les anthocyanes qui sont responsables de la couleur. Donc, ce n'est pas étonnant qu'aujourd'hui, on fasse des vins beaucoup plus colorés qu'ils ne l'étaient à l'époque. Pourquoi ? Parce que la composition de ces raisins a changé. Alors, également dans des données historiques, ici, on voit une évolution de la teneur en sucre dans les mous de raisin. Et donc, on voit cette évolution qui est très fascinante, sur 2 siècles. Et on voit que, évidemment, par rapport au début du 19e, on a beaucoup plus de sucre dans les raisins. On atteste ici des analyses de grands vins de Bordeaux, 1840. Et on voit que les degrés alcooliques feraient sourire aujourd'hui. Et encore, en imaginant qu'un certain nombre de ces vins ont été chaptalisés. Donc vous voyez, ce sont des degrés alcooliques qui sont très faibles, signe qu'il y a aujourd'hui beaucoup plus de sucre dans les raisins qu'il n'y en avait autrefois. Alors pourquoi est-ce qu'il y a plus de sucre ?
La réponse immédiate, c'est de se dire parce que le climat a changé et parce que il fait plus chaud aujourd'hui. C'est vrai, c'est très largement. Alors c'est vrai que le climat a changé, il n'y a pas de doute là-dessus. C'est vrai qu'il y a un effet sur la photosynthèse et qu'aujourd'hui on fait plus de sucre qu'on en faisait qu'on en faisait autrefois, mais il y a également d'autres paramètres qui ont changé. Là, des paramètres où l'homme est impliqué. On n'a pas la même viticulture aujourd'hui que celle que l'on avait autrefois. Un certain nombre de paramètres ont changé. Ici, on voit les rendements viticoles. Regardez l'évolution des rendements viticoles, là, sur la même durée, où on voit que la moyenne était aux alentours de un peu moins de 15-20 hectolitres hectares au début du 19e siècle. Aujourd'hui, quand on produit 15 hectolitres hectares pour un cru de rouge, on est très triste. C'est qu'il y a eu des problèmes majeurs. Donc il y a une évolution des rendements, évidemment, il y a une évolution de la viticulture, et voici quelques éléments qui permettent de l'illustrer. On voit que la vigne n'avait pas du tout le même aspect à l'époque qu'elle n'a aujourd'hui. Et si on regarde en faisant quelques calculs qui sont ici simplifiés, par rapport à la fin du 19e et aujourd'hui, à la fois l'évolution du rendement en alcool et également de la quantité de sucre par B, du rendement à l'hectare et la quantité de sucre par B, on voit que la quantité de sucre produite à l'hectare a explosé. Et elle a explosé notamment grâce ou à cause, je ne sais pas dans quel sens il faut le prendre, en tout cas par l'intermédiaire du changement climatique, mais aussi par le changement des pratiques. On a fait de la vigne et des vignobles bordelais parce que l'obtention de la maturation, comme je vous l'ai dit en introduction, était une gageure. On a fait du vignoble bordelais des usines à sucre. Et il a par une viticulture qui était soignée. Et comment, si certains d'entre vous, vous êtes déjà promenés, je ne sais pas moi, dans le sud de la France, vers Narbonne ou à Châteauneuf-du-Pape, vous avez certainement été frappés par une vigne qui n'a pas du tout le même aspect qu'à Bordeaux, qui est plantée beaucoup moins densément à l'hectare, avec moins de pieds de vigne à l'hectare, avec moins de hauteur, c'est-à-dire beaucoup moins de feuilles. Qui dit moins de feuilles, dit moins d'usines à sucre, puisque chaque feuille, par l'intermédiaire de la photosynthèse, permet de synthétiser du sucre. Donc la viticulture s'est adaptée en fonction des conditions de l'endroit. À Bordeaux, l'obtention de la maturité a été pendant longtemps une difficulté. Aujourd'hui, on voit qu'elle est moins difficile à obtenir et que les progrès de cette viticulture ont permis de produire en 2024 des vins qui sont des vins tout à fait équilibrés. Tout à fait. Donc, pour revenir à la fois où cette évolution climatique peut donner des perspectives à la fois en étant rassuré, mais en même temps en étant inspiré, je pense qu'on voit dans le changement qu'il y a eu, dans les changements de la viticulture, qu'il n'y a pas de fatalité. Il n'y a pas de fatalité. Et souvent, je répète que quand on fait du vin, il y a au moins 3 êtres vivants qui sont impliqués. Il y a la vigne, il y a les micro-organismes, les levures, et il y a l'homme. Et que la vie a pour essence de s'adapter. Et je suis sûr que l'on continuera à produire de grands vins dans des millésimes qui sont, on va dire, symbolique des excès du changement climatique, comme 2022, par exemple, alors qu'on a produit des vins. Moi, c'est certainement le plus grand millésime que j'ai connu à Bordeaux depuis que je suis ici, 2022, alors qu'il a fait très chaud, très caniculaire, on a produit des vins remarquables. Et en 2024, alors qu'on n'est pas véritablement dans une année qui pouvait ressembler à l'image qu'on se fait du changement climatique, même si on l'interprétait différemment et en le regardant un peu plus finement. Oui, les épisodes orageux, les épisodes un peu violents peuvent aussi être une conséquence du changement climatique, mais en tout cas, un millésime beaucoup moins chaud, eh ben, on continuera, grâce au progrès, grâce à la connaissance et grâce au savoir-faire, à produire des vins remarquables. D'ailleurs, on se le disait tout à l'heure, 2022, qui est un très grand millésime, qui était un millésime caniculaire, qui donne quand même des vins. On a eu des vins frais, pas fatigants, avec un degré, effectivement, des degrés d'alcool, mais pas extrêmes. Et si on remonte 20 ans en arrière, c'est-à-dire 2003, première année caniculaire, moi j'ai un souvenir très précis des dégustations en primeur, où on avait des vins qui étaient compotés, qui étaient alcooleux, où on se demandait vraiment, mais qu'est-ce que ça allait donner, la viticulture à Bordeaux, si on ne changeait pas les pratiques. Et on voit que les pratiques ont évolué, elles ont accompagné cette évolution climatique, et on voit que finalement, 20 ans après, le millésime 2022, effectivement, est une très belle réponse à ce changement climatique, avec des vins qui sont
qui se tiennent parfaitement. Alors, il y a un facteur quand même dont on ne parle pas au XIXe siècle, les cépages n'étaient pas les mêmes. Ouais, c'est aussi un facteur d'adaptation. C'est un facteur d'adaptation, oui. L'élevage, c'est une façon d'accompagner le vin. Alors d'ailleurs, on va goûter dans quelques instants des vins qui sont au début de leur élevage. Et donc, ceux qui n'ont pas l'habitude de goûter des vins primeurs, vous risquez d'être un peu surpris par un des caractéristiques et qui vont nous rappeler à quel point l'élevage est crucial dans l'élaboration du vin. Quand on parle d'élaboration du vin, il y a deux phases. La vinification, elle commence au moment où on récolte les raisins jusqu'à la fin des processus fermentaires. Et ensuite, l'élevage qui commence à la fin des processus fermentaires jusqu'à la mise en bouteille. Et l'élaboration, c'est l'ensemble. Oui. Souvent, on se focalise sur la vinification, mais c'est l'ensemble. Donc, effectivement, l'élevage joue un rôle majeur. Et pour reprendre ce que tu disais sur 2003, alors moi, je ne peux pas vous parler du millésime 2003 parce que je n'étais pas à Bordeaux, je ne connaissais strictement rien au vin, donc je ne peux pas vous parler de l'élaboration du millésime 2003. J'en ai des témoignages, mais je ne l'ai pas vécu. Ce que j'ai davantage vécu, ce sont les vins, en les ayant goûtés en primeur également, et en les ayant goûtés au cours des 20 dernières années. Effectivement, je pense que les vins de 2022 ou des millésimes récents sont bien plus équilibrés que 2003, parce que 2003, je pense qu'un certain nombre de vinificateurs étaient perdus. Alors, complètement. Qu'est-ce qui ressort en 2003 ? Les grands terroirs. Oui. Il y a des vins, il y a certains vins que j'ai en tête, que j'ai goûtés en me disant, si je ne l'avais pas su, et d'abord parfois je ne le savais pas, j'aurais jamais dit que c'était un 2003. Exactement. Moi, des vins qui sont d'une très grande fraîcheur 20 ans après, alors qu'on n'aurait jamais imaginé que ces vins-là allaient donner ça en 2003. Ce sont des vins qui transcendent le millésime, et ça, c'est quelque chose qui est malheureusement assez rare. Et comme je le disais, la nature est assez injuste parce que tout le monde n'a pas cette capacité à avoir des vins qui transcendent le millésime. Et c'est pour ça que la connaissance est importante partout, parce qu'elle permet d'aider. La science est finalement, on sort un peu du cadre, mais je suis persuadé que la science est un facteur profond du progrès social. En faisant un parallèle peut-être un peu rapide, mais le progrès de connaissance permet à tout le monde de s'en sortir mieux, et pas seulement au très grand terroir. Exactement. Alors, j'ai une dernière question. Est-ce que tu penses qu'en 2050, on fera encore des grands vins à Bordeaux alors ? Alors, comme je dis souvent, je suis professeur d'énologie à l'ISVV. Je ne suis pas professeur de divination à Poudlard. Donc, je suis toujours assez prudent sur les anticipations et sur les projections. Si je dois donner ma conviction, qui n'est pas un fait, il faut bien distinguer l'opinion du fait. Mon opinion, c'est que oui, on continuera à faire des grands vins à Bordeaux en 2050, à condition que faire du vin reste la préoccupation majeure, et je l'espère sincèrement, que l'on pourra avoir en 2050. À partir de ce moment-là, par rapport à ce que j'ai dit précédemment, par rapport aux adaptations qui sont possibles, tant au niveau de la viticulture que de la vinification, l'adaptation de la vigne. Alors, il y a certains sujets, moi je suis assez réservé sur le changement variétal, par exemple. Ça, c'est un avis personnel qui n'engage pas l'institution à laquelle j'appartiens. Je suis assez réservé sur le changement variétal. En tout cas, je pense qu'il faut y aller doucement. Vouloir tout changer sous le coup peut-être d'un renouveau ou d'une crainte, il faut être prudent. On voit que dans certains millésimes, le merlot qu'on vouait quasiment aux gémonies en disant que ce cépage était condamné et qu'il n'avait pas d'avenir à Bordeaux, eh bien, on voit que dans des millésimes marquants du changement climatique très chaud, eh bien, on a produit en 2022 par exemple des merlots absolument délicieux. Donc je pense qu'il faut être prudent là-dessus. Je pense que, et ça c'est ma conviction, mon intuition, je ne dirais pas avant, mais en tout cas parallèlement, au lieu d'envisager le changement de variété, peut-être qu'on pourrait aussi voir la diversité intravariétale. Pendant longtemps, le critère de sélection des clones, des individus, c'était de prendre les individus qui vont mûrir le plus tôt possible, parce que la maturité était difficile à obtenir. Exactement. Et on voulait arriver à avoir des individus qui portent des raisins à maturité assez tôt. Eh ben, on peut aussi, les conditions changeant, le paradigme étant différent, faire le chemin arrière en allant regarder des individus qui vont être
qui vont mûrir plus tard. Oui. Et d'où la richesse, et produire moins de sucre, la diversité des sélections massales qui peuvent être faites et des vieilles parcelles dans lesquelles il faut aller puiser un matériel végétal. Il n'y a pas très longtemps de cela, on avait un voyage de l'Académie internationale du vin en Champagne, à Reims, où les équipes des Champagne-Roderer nous ont montré exactement le travail qu'ils faisaient sur ce sujet-là, sur le pinot noir. Et avec, depuis 20 ans, 25 ans. Exactement, et avec des écarts énorme, de 3 semaines d'écart de maturité entre différents individus du même cépage au même endroit, à savoir le pinot noir. Ça, quand on voit ça, je pense qu'on peut être qu'optimiste pour l'avenir. Pour moi, c'est une illustration parfaite de la capacité justement de la science à se réinventer avec ce que la nature nous offre. Et d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, je reçois Jean-Baptiste Lécaillon, donc, qui est le directeur des Champagne-Roderer, et qui est la tête pensante en Champagne de toutes ces expérimentations. On le reçoit le 9 décembre en principe. Il faut venir, vous allez passer un bon moment. Et vous allez voir, c'est assez extraordinaire. Avant de passer à la dégustation, merci Axel, c'était extraordinaire. On va passer aux questions. Merci beaucoup et merci de me donner l'opportunité de parler de ce millésime 2024 devant vous, parce que je pense que c'est un millésime qu'il faut défendre et qui a tout intérêt à être défendu. Et vous allez avoir 2 très belles illustrations après les questions. En haut, vous allez goûter donc un très grand vin rouge qui est le château Aubailly 2024, et puis un très grand sauterne, le château Laforie-Péraguet 2024 également. Ce sont des bébés, vous allez voir. Il faut être, et on va l'expliquer après. Donc maintenant, on passe aux questions. Je voudrais qu'on rallume la lumière pour que je puisse y voir quelque chose. On va faire 10 minutes de questions, pas plus, parce que le temps tourne. Oui, monsieur, allez-y. Alors, on a un micro qui tourne, qui est une boîte en mousse. Près du micro. Ah, il y a des questions Zoom aussi ? Ok. Oui, bonsoir. Vous acceptez les questions de Béotien ? Au contraire. Parce que ce sont mes préférés. Les primeurs se déroulent 6 mois après les vendanges, grosso modo. C'est le meilleur moment si on le faisait avant ou si on le faisait après? Vous parlez des dégustations en primeur ? Oui. Je pense qu'avant, ce ne serait pas une bonne idée. Après, si vous voulez, jusqu'il y a 5 ans, avant le Covid, les dégustations en primeur avaient lieu la première semaine d'avril généralement. Évidemment, en 2020, tout a été bouleversé. Et elles ont eu lieu nettement plus tard, en juin. Et après cela, on s'est dit, si on gagnait un petit peu de temps en les faisant fin avril. Cette année, elles ont été un tout petit peu avancées, mais autour de la mi-avril. Et pour moi, il y a un intérêt, ne serait-ce que gagner 2 à 3 semaines, il y a un intérêt. Pourquoi ? Parce que les vins que l'on goûte sont des vins qui, pour un certain nombre d'entre eux, ont été entonnés, c'est-à-dire ont été au contact du bois assez récemment, depuis quelques mois. Et chaque semaine compte. Et le temps qui passe permet à l'harmonie entre le vin et le bois de se faire de façon plus sûre. Donc il y aurait un intérêt à éventuellement à goûter les primeurs un peu plus tard. Sauf que qui dit retard des dégustations primeurs dit également retard de la campagne primeur, mise en marché, qui ne peut pas avoir lieu pendant l'été, pour des raisons qu'on imagine bien. Et ensuite on rentre dans un autre cycle qui est celui des vendanges. Donc finalement ces dégustations je dirais fin avril, elles se font plutôt à une date qui est correcte. Quand on est du côté de la production, on aimerait qu'elles aient lieu un peu plus tard. Mais dans une vision plus globale, je pense elles restent à une date pertinente. Une autre question ? Est-ce qu'il y a une autre question ? Est-ce que vous avez des questions ? Madame, oui. Juste derrière. Est-ce que quand on les goûtait au mois d'avril et qu'on les trouve 2 ans après, ça a le même goût ? Alors non, ça n'a pas le même goût. Ça n'a pas le même goût du tout. Parce que justement, il y a cette phase d'élevage qui fait que le vin évolue. Alors parfois, l'élevage, on le voit un peu trop comme le fait le bois qui apporte quelque chose au vin, c'est-à-dire qui va donner un arôme boisé au vin. Ça, je dirais que c'est un dégât collatéral. L'intérêt premier de l'élevage, c'est de faire évoluer le vin. L'élevage, si vous voulez, c'est un peu comme l'exemple qu'on donne souvent, c'est que l'élevage d'un grand vin, c'est un peu comme une tenue de soirée pour une femme ou pour un homme.
c'est-à-dire qu'elle a pour objectif de révéler les caractéristiques et de les souligner de la personne qui le porte, mais si ce costume est mal taillé, alors ça peut vite confiner au ridicule. Et l'élevage, c'est finalement son but, c'est de souligner les qualités naturelles du vin. Et donc, bien sûr, 2 ans après, le vin n'a pas le même goût. Alors on va dire, mais pourquoi est-ce qu'on les goûte ? Eh ben, c'est justement cette dégustation. C'est une dégustation essentiellement de professionnels. C'est pas facile. Vous allez voir ce soir, vous allez vous frotter à cet exercice, qui est un exercice qui est pas facile, de goûter un vin en cours d'élaboration. Mais avec l'expérience, on arrive à se projeter à partir d'un certain nombre de critères. On parlera de certains tout à l'heure sur ce qu'il va devenir plus tard au cours à la fin de son élevage et surtout après quelques années de vieillissement en bouteille. Là aussi, ce n'est pas une science parfaitement prédictive, c'est quelques éléments qui donnent une tendance. J'en suis le principal témoin. On peut avoir encensé des vins en tant que dégustateur, on peut avoir encensé des vins sur un beau millésime en se disant ils vont être magnifiques et puis les goûter 10 ans après et c'est la déception. Une dernière question et puis après on passe en... Oui, mademoiselle. Oui. Oui, vous avez parlé donc de l'image qu'a le millésime 2024 dans l'esprit des gens, des consommateurs, mais également des marchés. Il y a des millésimes qui parlent beaucoup plus à des marchés que d'autres. Quel va être le potentiel justement de commercialisation de millésime 2024, étant donné que beaucoup prêchent quand même le fait que ça soit une mauvaise année? Alors, encore une fois, ce concept de bonne ou mauvaise année, c'est quelque chose qui est très relatif et dont je pense qu'il faut sortir. C'est un débat qu'il n'y a pas dans d'autres régions. Par exemple, en Bourgogne, on ne parle pas de mauvaise année. Pourquoi ? Parce que finalement, les vins, il n'y a pas de dégustation en primeur et on parle du millésime plus tard, donc on a oublié le temps qu'il avait fait 2 ans avant. Là, on l'a un peu plus en mémoire, donc c'est les variations climatiques et leurs conséquences sur le goût, les conséquences réelles ou imaginées sur le goût du vin, elles sont un peu plus dans l'esprit de chacun. Quel marché ? Moi, je pense qu'il y a une vraie opportunité dans le contexte actuel et par rapport aux reproches qui sont faits aux vins de Bordeaux, d'avoir des vins qui vont être prêts à boire rapidement, qui vont être capables de séduire une clientèle qui n'est pas forcément on va dire qui n'a pas forcément les yeux de l'amour pour les vins de Bordeaux de façon innée, en phase, en tout cas qui n'est pas converti d'entrée. Je pense qu'il y a un intérêt pour cela. Et il y a quelques mois de cela, avant la dégustation en primeur, j'ai eu l'occasion de goûter avec un sommelier parisien, d'un grand sommelier d'un restaurant et qui ont goûté un second vin d'une propriété et ce sommelier, en le goûtant, a dit « Ah, ça c'est vraiment délicieux ». En fait, ça c'est typiquement le genre de vin, on a presque envie de le boire dès maintenant et qui à table sera une aubaine pour nous parce qu'on peut avoir des vins comme ça au verre qui vont être consommés rapidement et qui donnent une image différente de Bordeaux. Il est vrai que Bordeaux est prisonnier de son image. Et alors que Bordeaux a beaucoup changé, le vignoble bordelais a beaucoup changé, le style des vins a vraiment énormément changé. D'ailleurs, je vous invite à aller boire, à aller goûter. Sans attendre 20 ans. On n'est pas obligé d'attendre 20 ans pour boire des vins de Bordeaux. Exactement. On peut se régaler véritablement avec des vins jeunes. Et c'est sans doute la région viticole qui a le plus évolué ces 20 dernières années, stylistiquement. Et vraiment, c'est un objet de curiosité infini. Voilà, donc je plaide mon amour pour Bordeaux, mais allez-y, goûtez-les, buvez-les, et vous ferez vraiment plaisir. On va passer à la dégustation. Avec plaisir. Donc on monte d'un étage et on va découvrir donc 2 vins en primeur, 2 bébés vins. Merci à vous en tout cas.